Tout commença par une nuit où, et le Sahel s'est brusquement tu cette nuit-là. En quelques heures, Ibrahim Traoré a fermé les vannes d'un fleuve que l'Afrique ne contrôlait plus vraiment depuis un siècle, et les écrans satellites ont montré la ligne bleue s'éteindre au milieu du désert. Si un homme peut arrêter une rivière, qu'est-ce que cela change pour vous, ici et maintenant, lorsque Ibrahim Traoré décide d'appuyer sur l'interrupteur ? Vous croyez connaître cette histoire. En vérité, vous n'entendez encore que le bruit du papier qu'il a déchiré et l'écho long d'une eau redevenue nôtre. Puis vint la décision. Sahel n'était pas un simple acte administratif. C'était une fracture symbolique dans l'ordre établi. Pour la première fois depuis la colonisation, un État africain, sous la direction d'Ibrahim Traoré, décidait de qui boirait et de qui attendrait. Cette décision audacieuse promettait de rendre à tout un peuple le contrôle d'une ressource vitale, mais aussi d'affronter la colère du monde qui croyait la posséder. Derrière la manchette politique, le risque était clair. L'isolement diplomatique, l'effondrement économique et le retour des pressions internationales. Pourtant, c'est dans cette tension que se logeait la promesse. Prouver que la souveraineté ne se négocie pas, même face aux marchés mondiaux. Le pari d'Ibrahim Traoré n'était pas de gagner rapidement, mais de réapprendre à tenir debout sans tuteur. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un pays pauvre ose défier un siècle de dépendance hydrique ? La réponse n'est pas dans les statistiques, mais dans le silence de la rivière quand elle a cessé d'obéir. Bien avant cet acte, il faut se souvenir, bien avant le geste spectaculaire. Le 10 octobre 2025, une simple note quittant la présidence de Ouagadougou ordonna la suspension immédiate de tous les contrats étrangers liés à l'eau. Ibrahim Traoré n'en parla pas publiquement. Il laissa les actes parler pour lui. En quelques heures, les ingénieurs coupèrent l'alimentation des systèmes automatisés et le fleuve Sahel devint soudain muet sur les radars. Ce n'était pas un sabotage, mais une restitution. L'eau revenait à ceux qui en dépendaient. Pour comprendre cette rupture, il faut remonter à 1947. Cette année-là, un administrateur colonial à Paris avait signé un contrat qui confiait le contrôle des rivières du Sahel à une société européenne appelée Aquaterrara. Les Burkinabés ne purent ni lire, ni contester ce texte, rédigé dans une langue étrangère. Pendant près d'un siècle, cette unique signature décida de qui pouvait planter, boire ou survivre. Lorsqu'il prit le pouvoir, Ibrahim Traoré hérita de ce document comme d'une malédiction. Il passa des nuits entières à fouiller les archives nationales, découvrant que même les données météorologiques du Burkina Faso appartenaient à l'étranger. Des boîtes couvertes de poussière révélaient des lettres échangées entre banquiers européens et conseillers locaux, preuve d'un contrôle travesti en autonomie. C'est cette nuit-là, face à ces dossiers jaunis, qu'il formula son choix. Briser le silence d'un siècle. En rompant le contrat, il ne libérait pas seulement une rivière, mais la mémoire collective d'un peuple privé de sa propre eau. Le jour où il posa la main sur le papier de 1947 pour le déchirer, ce n'est pas un traité qu'il détruisit, mais un sort. Ensuite, dans le palais présidentiel, la rupture du traité, le palais présidentiel de Ouagadougou, devint le centre d'un mouvement sans précédent. Ibrahim Traoré, d'ordinaire calme, reçut ses ministres dans l'ancienne salle coloniale, sous une lumière brisée filtrant par les vitres fendillées. Sur la table, les morceaux du document déchiré demeuraient comme une preuve matérielle que l'histoire pouvait s'écrire à la main. Aucun discours, aucun protocole, seulement un ordre clair, reprendre chaque valve, chaque compteur, chaque pompe. Les soldats, les ingénieurs et même les civils furent déployés le long du fleuve. Pas d'armes, uniquement des registres et des outils de mesure. Leur mission, inventorier, récupérer, compter. Sur les marchés, la rumeur précéda la radio. Le président a repris la rivière. Pourtant, personne n'applaudit immédiatement. Car tous savaient qu'un tel acte n'arrivait jamais sans prix. À midi, les ambassades appelaient déjà, l'Union européenne exigeait des explications, Washington menaçait de sanctions, et les institutions financières suspendaient des prêts essentiels. Mais dans les rues, quelque chose d'invisible changeait. Pour la première fois, les habitants parlaient de eau nationale au lieu de ressources étrangères. Le so what de cette scène tient en une phrase. Un pays qui compte ses gouttes d'eau reprend aussi le compte de sa dignité. Quelques jours plus tard, tout le pays savait. Les radios locales diffusaient une seule phrase. Le fleuve appartient de nouveau à ceux qui y puisent. À l'aube, les équipes déployées
par Ibrahim Traoré atteignirent les derniers postes de contrôle hydraulique. Aucun coup de feu, aucun affrontement. Seulement le bruit des cadenas ouverts et le cliquetis des outils qui démontaient les bornes électroniques étrangères. C'était la première étape d'une opération que le président appelait intérieurement la reconquête tranquille. Les premières réactions venues de l'extérieur furent explosives. Bruxelles convoqua une session d'urgence, qualifiant le geste de violation des traités internationaux sur les cours d'eau transfrontaliers. Washington parla de provocation déstabilisatrice. Le FMI gela un prêt de 400 millions de dollars et les marchés européens s'effondrèrent de 3% en 24 heures sur les valeurs de l'eau. Pendant ce temps, à Ouagadougou, les hôpitaux rationnaient, les stations-service s'allongeaient, les exportations étaient suspendues. La capitale vivait au rythme d'une crise annoncée. Mais pour Ibrahim Traoré, le véritable enjeu n'était pas la sanction économique. C'était de prouver que le pays pouvait survivre sans tutelle. Il visita les barrages, rencontra les techniciens et prononça cette phrase que la presse ne releva pas. « Nous ne leur expliquerons pas ce qu'ils ont volé, seulement ce qui nous revient. » À partir de là, la communication officielle se tut. Pas de conférences, pas de déclarations, juste des actes. La riposte médiatique étrangère prit la forme d'une tempête. Les écrans occidentaux montraient le fleuve Sahel clignotant en rouge, symbole de crise environnementale africaine. Dans la rue, certains citoyens craignaient l'isolement, d'autres y voyaient enfin un acte d'affirmation. Des cortèges improvisés scandèrent son nom, tandis que les analystes prédisaient la faillite du pays sous 3 semaines. Pourtant, rien ne s'effondra. Au contraire, les comités de village commencèrent à s'organiser pour nettoyer les anciens canaux et creuser de nouveaux bassins. Le basculement eut lieu au 10e jour. Les banques étrangères suspendirent les transactions, l'électricité chuta et la ville sombra brièvement dans le noir. C'est alors qu'un message surgit sur toutes les fréquences. Aucune rivière née en Afrique n'appartiendra plus jamais à l'étranger. La phrase se répandit comme un feu. Les gens l'écrivaient à la craie, la peignaient sur les murs, la chuchotaient la nuit. Ce n'était plus une crise, c'était une conversion. Et lorsque le lendemain, Ibrahim Traoré monta sur le balcon du palais, il ne parla pas de politique. Il dit simplement « Ils possédaient nos contrats, jamais notre courage ». Cette ligne marqua le tournant. Le fleuve redevenait une nation. Face aux pressions internationales croissantes, le gouvernement burkinabé publia un rapport détaillé sur l'état du fleuve Sahel. Baseline Delta. Avant la nationalisation, 72% des infrastructures hydrauliques étaient gérées depuis l'étranger. 3 mois après la rupture, ce taux chuta à 14%. Dans le même temps, la consommation domestique d'eau augmenta de 26% et la production agricole locale, malgré le rationnement, gagna 9%. Ces chiffres, loin d'être triomphants, révélaient surtout un paradoxe. L'autonomie n'était pas rentable à court terme, mais elle rendait le contrôle du risque plus humain. Les ingénieurs burkinabés expliquaient que chaque point de pourcentage gagné représentait des milliers de litres d'eau qui ne quittaient plus le pays. L'équipe de coordination installée à Ouagadougou mit en place un système de suivi local, alimenté non par des serveurs étrangers, mais par un réseau de tablettes hors ligne. Dans les rapports manuscrits qu'Ibrahim Traoré lisait chaque nuit, les marges portaient parfois une simple annotation de sa main. « Patience, la rivière apprend à respirer seule ». Les observateurs internationaux, eux, dressaient un tout autre tableau. La Banque mondiale évoquait une baisse de 18% des échanges régionaux. L'Union européenne estimait à 400 millions d'euros les pertes annuelles liées aux contrats suspendus, et les chaînes d'approvisionnement minières signalaient déjà des retards critiques. Pourtant, sur le terrain, aucun indicateur humanitaire majeur ne montrait de catastrophe imminente. Le rationnement était réel, mais l'ordre social tenait. Cette stabilité surprenait les analystes. Comment un pays enclavé, privé de financement et coupé des réseaux commerciaux, pouvait-il éviter l'effondrement ? La réponse, discrète, se trouvait dans la structure même du projet fluvial. Chaque communauté riveraine avait reçu le mandat de gérer sa propre section sous supervision d'un conseil régional. Ce modèle fractal, inspiré des traditions de gestion coutumière, limitait les effets dominos des sanctions.
La force de la décision d'Ibrahim Traoré n'était donc pas économique mais systémique. En débranchant les serveurs étrangers, il avait forcé son pays à réapprendre la lenteur, à compter par saison plutôt que par bilan. La courbe du PIB pouvait plier, mais la ligne de confiance, elle, remontait. Au terme du premier trimestre, les graphiques officiels montraient une contraction de 4,7% du commerce extérieur, mais une hausse de 12% de participation communautaire au programme d'eau. Dans les chiffres, on pouvait lire le début d'un redressement moral, moins d'assistance, plus d'appartenance. Le delta du fleuve Sahel s'était déplacé, non pas dans la géographie, mais dans les consciences. Mais la controverse s'étendit. Radicale d'Ibrahim Traoré, deux visions s'affrontèrent dans les débats internationaux. La première, dominante à Bruxelles et à Washington, affirmait qu'en rompant les accords, le Burkina Faso menaçait la stabilité hydrique régionale. Selon ses défenseurs, la dépendance était un prix à payer pour la sécurité collective. Mieux valait partager l'eau sous contrôle multilatéral que risquer la sécheresse politique. Les experts invoquèrent les précédents du Nil et du Zambèze pour prédire la catastrophe. La seconde vision, plus discrète, émergea au sein du continent. Elle soutenait que le contrôle local ne conduisait pas au chaos, mais à une forme de coordination nouvelle. Le Mali, le Niger et la Guinée commencèrent à échanger leurs propres relevés hydrologiques sans intermédiaire. Pour ces pays, ce que l'Occident appelait rupture ressemblait à une réappropriation. Ils ne voyaient pas un danger, mais une réécriture du rapport de force. Ibrahim Traoré écouta les deux camps, ses conseillers lui rapportèrent les chiffres, les menaces, les promesses de médiation. Il répondit simplement « Si notre souveraineté dérange, c'est qu'elle fonctionne ». Derrière cette phrase, il n'y avait ni arrogance ni défi, mais une idée ancienne. L'eau n'est pas un bien, c'est une relation. En brisant les contrats, il rétablissait un équilibre moral avant même un équilibre hydraulique. Les critiques occidentaux disaient « l'Afrique se coupe du monde ». Les faits disaient autre chose. Pour la première fois, les décisions gouvernementales étaient rédigées dans la langue du peuple, sans traducteur. Les cartes étaient tracées à la main, les données compilées localement et les budgets ajustés sans dépendre d'un logiciel européen. Ce n'était pas un repli, mais un recentrage. Ainsi, l'argument le plus solide contre la décision, la peur du désordre, se retournait peu à peu, car le désordre qu'on redoutait était celui d'un système devenu trop ordonné pour être juste. Au milieu de la crise, un murmure naquit. Elle s'est souvenue. Cette phrase, gravée sur un mur anonyme de Ouagadougou, marqua le milieu exact de la crise. Car au moment où les chancelleries étrangères multipliaient les menaces, un document confidentiel fuitait. Il révélait que depuis 30 ans, les sociétés européennes contrôlaient les vannes du fleuve Sahel à distance, grâce à un code satellite unique. Tout pouvait être arrêté depuis Genève en moins d'une minute. Cette découverte bouleversa la narration mondiale. L'acte d'Ibrahim Traoré n'était plus perçu comme une provocation, mais comme une réaction à une servitude technique dissimulée sous le jargon juridique. Dans les forums africains, on parla désormais de cybercolonialisme hydraulique. Les diplomates, eux, comprirent que le cœur du conflit n'était pas l'eau, mais la donnée. À partir de cet instant, la lutte changea de nature. Ce n'était plus un affrontement nord-sud, mais un duel entre dépendance numérique et souveraineté réelle. Et, pour la première fois depuis 1947, le fleuve Sahel cessait d'être une ressource. Il redevenait une preuve. Et les conséquences apparurent, s'installa. Les effets internes commencèrent à se mesurer concrètement. Dans les campagnes du Nord, les agriculteurs découvrirent que les canaux réhabilités manuellement distribuaient mieux l'eau que les anciens systèmes automatisés. Le rendement du mil et du maïs augmenta de 8%, tandis que les importations de produits chimiques baissaient de moitié. Le secteur agricole, longtemps dépendant des subventions extérieures, devint le premier à s'adapter. Les entreprises locales, elles, subirent un choc inverse. Les coupures d'électricité et la suspension des crédits mirent à l'arrêt près de 40% des petites industries urbaines. Mais cette panne générale provoqua un phénomène inattendu, la réémergence des coopératives communautaires. À Bobo-Dioulasso, des artisans regroupés en ateliers partagés commencèrent à reconstruire des pièces mécaniques destinées aux stations de pompage. Ce n'était pas encore de la croissance, mais déjà de la résilience. Du côté des ménages, les effets furent paradoxaux. Les prix montaient, mais la solidarité aussi. Les familles partageaient leurs réservoirs d'eau,
Les quartiers organisaient des tours de distribution nocturne et les écoles enseignaient aux enfants la provenance exacte de chaque litre. La crise devenait un apprentissage collectif. Dans les zones rurales, les jeunes, souvent tentés par l'exil, participaient aux travaux d'entretien des digues. Pour la première fois, la main-d'œuvre restait. Les acteurs régionaux observaient tout cela avec attention. Au Mali, des députés proposèrent une motion pour rejoindre l'Alliance du Sahel libre. Au Niger, les médias parlaient de renaissance aquatique. Les analystes de l'Union africaine commencèrent à étudier la faisabilité d'un conseil fluvial panafricain. En 6 mois, ce que beaucoup considéraient comme un isolement devint un modèle d'expérimentation politique. Ibrahim Traoré, lui, resta fidèle à sa ligne. Peu de mots, beaucoup d'actes. Lors d'un discours radiophonique, il déclara simplement « Nous ne cherchons pas à couper le monde, mais à reconnecter nos sources ». Cette phrase résonna dans tout le continent. Les conséquences extérieures, enfin, furent spectaculaires. Les multinationales de l'eau perdirent plus de 600 millions d'euros en contrats et licences. Les marchés réagirent par la peur, mais certains investisseurs indépendants virent dans la crise un laboratoire inédit. Des startups africaines lancèrent des logiciels libres de gestion hydrique, contournant totalement les brevets européens. Le monde découvrait que ce qu'Ibrahim Traoré avait commencé comme un acte de rupture devenait un prototype de souveraineté. Le fleuve Sahel n'était plus seulement une frontière, il était devenu une idée contagieuse. Des mois plus tard, 3 chemins semblaient possibles. La fermeture du fleuve, 3 trajectoires se dessinaient autour d'Ibrahim Traoré. Scénario de base, le pays stabilise lentement son réseau hydraulique interne. Les conseils régionaux gèrent les ressources avec une efficacité progressive. Les tensions économiques persistent, mais la monnaie reste stable, soutenue par l'agriculture. Le Burkina Faso apprend à fonctionner à débit réduit comme une rivière pendant la saison sèche. Moins de volume, plus de direction. Scénario optimiste, les alliances sahéliennes se consolident. Le Mali et le Niger ratifient une charte commune des eaux africaines, fondée sur le modèle burkinabé. Les universités locales deviennent centres de recherche en ingénierie hydraulique. Une aide technique, venue cette fois d'Afrique du Sud, remplace les anciens contrats européens. Dans cette version, l'eau devient le socle d'une intégration régionale, un Schengen du Sahel, né non pas des traités, mais de la confiance. Scénario pessimiste, les sanctions s'intensifient, les exportations s'effondrent, les jeunes fuient vers les capitales voisines, l'élan populaire s'épuise et le rêve d'autonomie tourne à la survie. Mais même dans cette hypothèse, la rupture de 2025 resterait un précédent impossible à effacer. Aucun futur dirigeant ne pourrait signer de nouveau un contrat sans penser au bruit du papier déchiré. Entre ces chemins, Ibrahim Traoré avance sans triomphalisme. Il sait que la souveraineté n'est pas une victoire, mais un effort répété. S'il y a un conseil à retenir de cette expérience, c'est celui-ci. Quand une nation reprend sa rivière, elle reprend aussi le temps de décider. Au même moment, dans la capitale, Ouagadougou, la politique de l'eau n'était plus une affaire d'État. C'était devenu une conversation de marché. Les vendeuses parlaient de débit et de pression. Les écoliers dessinaient le fleuve Sahel sur les tableaux noirs. Ce que les chancelleries appelaient isolement ressemblait dans la vie quotidienne à une reconquête silencieuse. Pour les familles ordinaires, la décision d'Ibrahim Traoré signifiait 2 choses simples. Moins de dépendance, plus d'efforts. Le confort se payait d'attente, la liberté de discipline. Les coupures d'électricité étaient supportées comme des exercices collectifs. Dans chaque quartier, les comités d'eau prenaient des airs d'assemblée civique. Une mère de famille résumait ainsi « Nous avons perdu la rapidité, mais gagné la raison ». Chez les jeunes, l'impact était différent. Le fleuve devint une image de résistance culturelle. Chansons, graffitis, poèmes rappaient son nom comme celui d'un héros ancien. Les universités organisèrent des débats sur la souveraineté liquide et les radios locales diffusèrent des programmes éducatifs sur la gestion communautaire. Le politique s'était infiltré dans le quotidien, non par la propagande, mais par l'utilité. Pour les intellectuels, cette phase marquait la naissance d'un nouveau contrat social. L'État ne promettait plus d'abondance, mais d'appartenance.
La sécheresse devenait un langage partagé. Et dans le regard de ceux qui se levaient avant l'aube pour remplir un seau, il y avait quelque chose de neuf, la conscience d'être acteurs de leurs propres ressources. C'est là que la décision d'Ibrahim Traoré dépassait la géopolitique. Elle touchait la psychologie collective. Lorsque la tension culmina, son point de rupture, Ibrahim Traoré convoqua son cabinet dans la même salle où tout avait commencé. Mais cette fois, il ne parla ni de revanche, ni d'indépendance. Il parla de construction. Autour de lui, ingénieurs, agronomes, économistes et anciens pêcheurs dressèrent une liste claire, 5 étapes pour transformer le symbole en système. Première étape, remplacer définitivement les logiciels étrangers par une infrastructure numérique africaine hébergée localement. Deuxième, créer un institut du fleuve Sahel chargé de former des ingénieurs de terrain. Troisième, établir une coordination interrégionale permettant aux communautés de partager leurs données hydriques sans intermédiaire. Quatrième, fonder un fonds public pour la maintenance des canalisations alimenté par une taxe sur les exportations d'eau brute. Cinquième, codifier dans la Constitution le principe de non-cession des ressources vitales. Chaque mesure comportait un calendrier, des responsables et des indicateurs précis. Qui agit, quand et comment mesurer le progrès. Ce plan n'était pas un manifeste, mais un manuel de survie collective. Au fur et à mesure que ces décisions se mettaient en place, un calme inattendu gagna le pays. Les tensions diplomatiques restaient vives, mais la cohésion interne s'était solidifiée. Pour la première fois, les Burkinabés pouvaient nommer eux-mêmes les étapes de leur propre avenir. Ainsi, la rivière n'était plus un champ de bataille, mais un chantier. Puis, dansant la lumière du soir, le fleuve Sahel retrouvait son rythme. Sur les berges, des familles allumaient de petites torches qui se reflétaient dans l'eau comme autant d'échos d'un serment silencieux. Parmi elles, un vieil homme montra à son petit-fils l'endroit où le président Ibrahim Traoré s'était tenu lors du premier discours. C'est ici que l'Afrique a recommencé à respirer, dit-il simplement. Le souvenir de la décision ne s'était pas effacé. Chaque geste, chaque seau d'eau tiré du courant rappelait le prix de cette liberté nouvelle. Dans les écoles, les enfants apprenaient non seulement à lire, mais à mesurer les précipitations. Dans les villages, les anciens parlèrent du fleuve comme d'un ancêtre revenu. Et quand, une dernière fois, Ibrahim Traoré descendit vers la rive, il ne leva pas la main en signe de pouvoir. Il posa simplement sa paume sur la surface mouvante, murmurant « Nous avons pris la rivière, non pour la gouverner, mais pour la protéger ». La foule resta silencieuse, puis éclata en applaudissements. Le bruit de l'eau couvrit tout. C'était plus qu'une victoire. C'était une mémoire rendue au présent. Enfin, à l'aube d'un nouveau jour, sur Ouagadougou, la rivière semblait plus lente, plus dense, comme si elle portait la mémoire de tout un peuple. Les journaux étrangers parlaient encore de crise, mais pour les habitants, c'était devenu un rituel. Chaque matin, venir voir l'eau couler et se souvenir. Dans le murmure collectif, un mot revenait. Renaissance. Ibrahim Traoré ne chercha plus à convaincre. Il laissa les actes poursuivre leur cours. Son dernier message fut simple. Quand une nation garde son eau, elle garde sa vie. Cette phrase, reprise sur les ondes et dans les classes, fit plus que conclure, elle ouvrit une ère. Aujourd'hui, chacun peut choisir sa place dans cette histoire. Êtes-vous spectateur de ce réveil ou gardien d'une source qui dort encore quelque part? Parce qu'il ne s'agit plus seulement du Burkina Faso, mais de tout continent qui se demande « Jusqu'où peut-on défendre ce qui nous fait vivre ?»